Bonsoir à tous, merci d'être restés pour ce regard croisé. Temps pour moi de vous laisser avec tous ces gens et une petite introduction de Yves Moulin qui va présenter la rencontre. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous de m'avoir donné le micro. Merci aussi à vous qui êtes dans la salle pour être soit resté, soit venu participer à cette table ronde intitulée les mots du chômage. Alors, je vous propose pour simplement, brièvement, introduire la séance, de vous présenter les intervenants, histoire que vous sachiez à quel mauvais sujet vous allez avoir affaire. Alors, je me tourne d'abord à ma gauche vers Mathieu Béraud. Alors, Mathieu Béraud a fait un doctorat en sciences économiques. Il est aujourd'hui maître de conférence à l'université de Lorraine. Alors, sa thématique de prédilection dès le doctorat, c'était justement déjà, on va dire, le chômage. Il a continué à travailler sur ce thème, plus particulièrement en s'intéressant à l'évolution du service public de l'emploi, d'un certain nombre de dispositifs liés à ce service public de l'emploi. Et puis plus récemment, je ne crois pas trahir, il est aussi extrêmement impliqué dans des démarches comme Territoire zéro chômeur, en tout cas zéro chômeur de longue durée. Et puis il s'intéresse également très fortement à la santé au travail, puisqu'il réalise un diagnostic, oui, au moins en partie, on va dire, voilà. Voilà. Mais il y a quand même un diagnostic sur les risques psychosociaux qui est en cours, si je ne dis pas de bêtises. Alors peut-être pour le qualifier de manière plus précise, c'est pas un économiste, on va dire au sens classique du terme, c'est un économiste, on va dire hétérodoxe, je crois pas le trahir, c'est-à-dire quelqu'un qui est assez systématiquement critique par rapport à ce qu'on pourrait appeler, allez, un peu facilement l'ordre libéral, d'accord? Et il est très impliqué justement dans cette logique, dans le réseau des économistes atterrés, et il a été d'autant plus impliqué qu'il a même fait partie du conseil d'administration. Voilà. Donc voilà pour la première présentation de l'universitaire. Alors je me tourne maintenant vers Moustapha Bellossine. Alors vous avez une trajectoire très intéressante. Je vais me permettre de la portraiturer vraiment en quelques mots, parce que je pense que ça va aussi aider le public à mieux comprendre vraiment qui vous êtes. Vous avez démarré, on va dire, par une formation un peu chaotique au collège et au lycée. Le système, finalement, on va dire, le système scolaire vous a un peu de force installé dans une section qui vous convenait pas du tout, qui était une section technique. Vous, ce que vous aviez envie de faire, c'était de la socio. Ce que vous avez effectivement fait derrière, mais le problème c'est que il fallait en même temps financer les études, et c'est à cette occasion que vous avez commencé à avoir tout un ensemble de petits boulots, on va dire ça comme ça, hein. Et en fait ces petits boulots vous ont pas forcément intéressé, et vous avez assez vite vous êtes posé la question un peu du sens au travail, et pour essayer de retrouver du sens, vous avez commencé à écrire, voilà, écrire des fragments. Et un certain nombre de ces fragments, en 2016, ont fait l'objet en fait d'un petit bouquin qui est ici, que je vous présente, qui s'appelle Précaire, Nouvelles édifiantes, voilà, aux éditions Agone. C'est vraiment un bouquin qui est saisissant, je l'ai lu il y a quelques jours, je vous le conseille, je crois qu'il est à la librairie à la sortie, il est pour un prix tout à fait modique, et vraiment c'est saisissant parce que quand vous avez lu les 10 premières pages, après vous ne lâchez plus, les 140 suivantes y passent, parce que c'est tout un ensemble de témoignages sur justement ces situations précaires, avec une grille d'analyse aussi sociologique. Donc voilà, c'est vraiment un témoignage intéressant. Alors pour terminer la présentation, parce qu'il y a quand même aussi l'élément contemporain, vous avez à un moment donné repris vos études, et vous avez aujourd'hui un master de sociologie, et pas de n'importe où, de l'EHESS, de l'École des hautes études en sciences sociales, c'est-à-dire l'ancienne maison de Pierre Bourdieu. Bon, c'est quand même pas rien. Et aujourd'hui, à ma connaissance, vous êtes contractuel de l'Éducation nationale. Voilà. Et puis, dernière petite présentation, peut-être plus rapide, c'est celle de Laurent Vacher. Je suis
pas sûr qu'il soit vraiment nécessaire de le présenter, parce que tout le monde le connaît, il est metteur en scène justement de cette pièce, il dirige la compagnie du Bredin, il collabore depuis de longue date avec la manufacture. Pour les fidèles de la mousson d'été, on peut aussi apprécier ses mises en espace, et je tiens quand même vraiment à préciser que c'est lui qui a l'initiative de cette table ronde et qui a invité à la fois Mathieu Béraud et Mustapha Bellossi. Voilà. Donc après ces brèves présentations, on va rentrer dans le vif du sujet si vous voulez bien. Et je voudrais me tourner d'abord vers l'économiste, vers l'universitaire, pour lui poser une ou deux questions, on va dire un peu de cadrage, puisqu'on parle des mots du chômage. Alors je voudrais démarrer d'abord par le terme un peu chômage, sans vouloir faire quelque chose de trop didactique non plus, mais on peut dire qu'en France, depuis maintenant le milieu des années 80, on connaît un chômage de masse, et les pouvoirs publics, j'y vais à grands traits, ont fait le choix de traiter ce chômage en essayant de flexibiliser le marché du travail. Et donc ça m'intéresserait que, on va dire là en quelques minutes, vous nous dressiez un peu, enfin vous nous dessiniez un peu la morphologie de ce chômage et peut-être des quelques grandes évolutions institutionnelles qui ont eu un certain nombre de conséquences sur cette morphologie. Bonsoir. En fait, ça serait très long de décrire tout ça. Je vais essayer de le faire en 5 minutes. En partant plutôt effectivement des réformes et pour ensuite dessiner un peu la morphologie du chômage aujourd'hui et souligner les différences peut-être qu'il y a avec ce qui existait hier. En fait, on peut remonter aux années 70, puisque c'est là que ça arrête finalement l'âge d'or, tel qu'on l'a qualifié, les 30 glorieuses, avec les 2 chocs pétroliers, et c'est là que s'opère, enfin c'est un peu plus tard en réalité, dans les années 80, que s'opère le premier tournant d'une réforme qu'on va qualifier, d'un ensemble de réformes qu'on va qualifier néolibérales par la suite. Et si je veux aller vite, finalement, ces réformes, elles sont mises en place pour, j'ai mon papier qui se barre, pour lutter contre l'augmentation du chômage, parce que dans les années 70, on a moins d'1 million. Pompidou, il disait, si on passe le million, il y aura la révolution, quoi. Et on se retrouve avec une très, très forte hausse du chômage dans les années 80. Alors, pour aller très vite, dans les années 80 et 90, c'est à la fois des premières mesures d'assouplissement des dérogations à l'usage des emplois temporaires, CDD intérim, c'est aussi faciliter le recours au temps partiel, ça c'est pour, et puis c'est aussi permettre aux entreprises de se séparer plus facilement de leur main-d'œuvre avec la suppression de l'autorisation administrative de licenciement en 86. Bon, ça continue dans les années 90, et puis un deuxième volet qui est plutôt sur les chômeurs. Alors jusque dans les années 70, on est sur des indemnités très généreuses, et par la suite, on va avoir un régime d'assurance chômage qui va se durcir dans les années 80-90 pour arriver dans les années 90 à la fameuse AUD qui était proposée par le patronat, enfin qui était imposée par le patronat, allocation unique dégressive, avec l'idée que finalement il faut, et c'était déjà le cas à l'époque, il faut inciter les gens à retourner vers l'emploi, à reprendre l'emploi. Ça s'est poursuivi, il y a eu une embellie à la fin des années 90, et bon, on peut dire que les réformes néolibérales se sont un petit peu interrompues avec les lois sur la réduction du temps de travail qui ont permis de créer beaucoup d'emplois. Alors il y a des polémiques là-dessus, mais on dit autour de, si on est optimiste, 500 000, sinon 300 000, quoi. Bon, il y en a certains qui disent 0, hein, mais bon, on les connaît, quoi. Et ensuite, ça s'est donc poursuivi dans les années 2000 et 2010. Alors, je ne veux pas tout dire, hein, mais du point de vue des chômeurs, ça s'est poursuivi par une activation non plus des dépenses passives, parce que c'était le cas dans les années 80 et 90, c'est-à-dire que les dépenses d'indemnisation se réduisaient au profit des dépenses de formation, d'accompagnement, etc. Et donc, année 2000-2010, c'est l'activation des personnes. C'est l'idée que finalement, il faut vraiment inciter les gens à reprendre un emploi coûte que coûte. Alors ça commence par les chômeurs.
avec cet adage, il faut que chaque heure travaillée puisse payer. Il faut inciter les gens à reprendre l'emploi. Et puis dans les années 2000, au milieu des années 2000, ça commence à contaminer tout le monde. C'est-à-dire que c'est plus uniquement le chômeur, mais c'est également les titulaires, notamment des minima sociaux, et l'apogée de ce truc-là étant le RSA en 2009, où chaque heure travaillée doit rapporter. De façon concomitante, il y a toute une entreprise de dérégulation du marché sur le marché du travail, ce qu'on appelle le marché du travail chez les économistes, même si c'est une fiction, et avec de plus en plus de souplesse permise pour faciliter les séparations. Je ne vais pas tout mentionner, mais le dernier truc en date, c'est évidemment la loi El Khomri sur le code du travail, avec la fin des négociations, des indemnités prud'homales, ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Alors après, sur le point de la physionomie du chômage, très très rapidement, qu'est-ce que ça a changé? Aujourd'hui, beaucoup de chômeurs travaillent, on le sait. C'est ce qu'on appelle le phénomène des activités réduites. C'est là-dessus d'ailleurs que la réforme de l'UNEDIC, la dernière réforme de l'UNEDIC, veut agir sur les conseils d'économistes libéraux, notamment Pierre Cahuc. Et l'idée, c'est avec cette nouvelle réforme, de réduire ce phénomène des chômeurs qui travaillent, des chômeurs qui sont des demandeurs d'emploi qui sont en activité réduite. Aujourd'hui, c'est 1 600 000 personnes, c'est pas rien. Quand moi j'avais commencé à travailler dessus dans les années 90, c'était 600 000, 500, 600 000 personnes. Donc ça, on a pris 1 million, on l'a vu. Et en fait, ça a été très encouragé, puisque on a permis de plus en plus aux demandeurs d'emploi de combiner des revenus d'activité avec des revenus d'emplacement. Voilà. Donc c'était voulu, en réalité. Et donc c'est un des premiers traits de la figure du chômage aujourd'hui, avec le pendant, c'est qu'aujourd'hui, 87% des embauches se font sur CDD, sur emploi temporaire. Alors, évidemment, du point de vue du stock, heureusement que les CDD ne représentent pas plus de 11%, CDD intérim. Le CDI restant la forme dominante, mais en termes de flux, c'est vraiment ça. Et donc, on a des chômeurs qui travaillent. Deuxième trait, c'est qu'on a des chômeurs qui, pour moins de la moitié, sont indemnisés. Seulement 42% des demandeurs d'emploi sont indemnisés. D'accord ? Ça, c'est un point important. On a un chômage de longue durée là, qui a énormément augmenté. Alors, ce n'est pas forcément dû aux mesures de flexibilité, parce que bon, c'est un objectif de lutte pour l'État de combattre le chômage de longue durée. C'est plutôt un effet de la crise de 2008, d'accord ? Et on a quand même pris là 1 million, alors que je ne me trompe pas, parce que on a pris 1 million de 1,5 million, oui, pardon, de chômeurs de longue durée entre 2008 et 2017, donc 1,5 million de chômeurs de longue durée en plus. Et c'est un phénomène là qui est de plus en plus problématique parce que ce chômage de longue durée, il s'allonge. Et il s'allonge de façon vraiment importante. Vous avez plus de 30% aujourd'hui des chômeurs qui sont, des demandeurs d'emploi qui sont en demande d'emploi de plus de 3 ans. Voilà. Et c'est un phénomène qui concerne particulièrement les seniors. Donc il est très difficile ensuite de pouvoir s'extraire de cette situation. Et il y a des solutions qui sont avancées, notamment Yves l'a évoqué. C'est cette expérimentation qui commence, qui est en cours, territoire zéro chômeur de longue durée, sur lequel il y a des débats, des enjeux, sur lesquels on peut porter pas mal d'espoir, en particulier pour cette population. Je vais terminer parce que je ne vais pas monopoliser la parole. On a donc une physionomie du chômage qui est marquée par ce qu'on peut appeler la permittence, donc des gens qui travaillent, et je pense que c'est vraiment le principal phénomène qu'il faut retenir. Alors là-dessus, la dernière réforme de l'UNEDIC, tout le monde en a entendu parler parce que, presque j'imagine, qui est rentrée en vigueur la semaine dernière, le 1er novembre, là, est une réforme selon les mots même de Berger, qui est quand même
mis avec le gouvernement normalement, une réforme qui est une tuerie pour les chômeurs. Ça va faire de gros dégâts. Plus d'1 million de personnes vont voir leurs droits réduits, sinon annulés. Ça va toucher en particulier justement les jeunes, ceux qui enchaînent des petits boulots qui sont saisonniers, parce que tous les modes de calcul aujourd'hui des indemnités sont revus à la baisse, mais de façon énorme. Pour dire un seul mot, sur 3 ans, c'est quand même une économie de 5 milliards 200 millions qui est prévue sur le dos des chômeurs. On reviendra sur un certain nombre de points. Alors, juste, deuxième question de cadrage avant de me tourner vers Mustapha. On parle donc des maux du chômage. Alors, on sait que, de manière très fréquente, dans les médias, il y a une petite musique qui revient et qui nous dit que finalement, les chômeurs, oh, c'est un peu la belle vie, ils font pas grand-chose, etc., etc. Or, les études scientifiques, quand on regarde les conséquences du chômage sur la santé, nous montrent que c'est tout à fait l'inverse. Et là encore, je pense que ce serait intéressant d'offrir au public une illustration de cette réalité. Alors voilà, on avait intitulé j'ai déjà fait une conférence à Metz il y a le mois dernier, qui était une longue conférence sur les maux du chômage. Pas que je sois spécialiste de cette question, mais elle me semble importante. Elle m'apparaissait, même s'il y a plein de lectures à la vision de la pièce, il y a plein d'idées qui surgissent. Il y a plein de lectures à voir. Bon, on allait centrer là-dessus sur les maux du chômage. C'est un phénomène sur lequel on commence à avoir beaucoup d'informations, enfin un peu d'informations. Il y a le rapport alors comment ça s'appelle peu importe ça, Solidarité nouvelle contre le chômage de 2018 qui porte là-dessus. Et un chercheur de l'INSERM, Pierre Menton, a mis en évidence par extrapolation en 2015 que le chômage était un phénomène qui tuait. Littéralement, au même titre que d'autres pathologies, et qui tuait à une hauteur quand même considérable, 10 à 15 000 personnes. Bon, c'est des projections, c'est des extrapolations, mais quand même, si on compare ça aux morts sur la route, c'est 4 000. Donc voilà, si on compare ça avec d'autres risques, ça reste un phénomène important. C'est pas le seul phénomène, celui sur la santé des chômeurs. Il y a évidemment les pertes en ressources qui font partie des maux du chômage. Ces pertes en ressources économiques, lorsqu'on sait que moins de la moitié des chômeurs sont indemnisés, a des effets sur les difficultés pour se loger, des effets, on l'a vu dans la pièce, pour se nourrir. Ce qui va également affecter les familles entières, qui va provoquer, qui va générer aussi des problèmes de santé. Il y a une surreprésentation d'obésité qui est constatée par les chercheurs en santé, des surreprésentations dans les maladies cardiovasculaires, etc. Bon, ça c'est sur le volet évidemment individuel, mais point de vue santé. Et puis il y a aussi, lorsque le chômage dure, des conséquences sur les compétences, sur l'obsolescence du capital, des conséquences en termes de capital humain. C'est comme ça, avec 2 types d'obsolescence qui sont mises en évidence. Une obsolescence de type économique, et là, ce n'est pas vos compétences qui sont en question, mais c'est vos compétences qui sont dévalorisées. Vous revenez pour retrouver un emploi, et on le voit à travers beaucoup d'études, parce qu'on a des outils de statistiques longitudinales, donc on peut voir les parcours des personnes par cohorte, et on voit que le passage par le chômage débouche sur des situations bien moins enviables après le passage par le chômage qu'avant. Donc, une obsolescence économique, c'est-à-dire que les compétences portées par les personnes ne payent plus autant une fois passées par le chômage, et puis également une obsolescence plutôt technique, c'est-à-dire que là, ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut avoir comme compétences, deviennent dépassées finalement.
Alors, je dirais que là, ça pose un problème parce qu'il n'y a pas de réponse en face. En tout cas, la réponse qui est donnée est insuffisante en termes de formation. Hein. J'ai des données là-dessus assez précises, mais bon, je n'ai pas une bonne mémoire à ce point-là. Et on sait que l'effort de formation, d'une part, est largement insuffisant, qu'il est en réduction. Si on regarde les dernières années, les dépenses consacrées à la formation se réduisent. Et puis par ailleurs, on sait aussi qu'il y a un effet Mathieu, hein, parce que je m'appelle Mathieu, mais un effet Mathieu là-dessus, c'est-à-dire l'effet Mathieu, on le prête qu'aux riches. Et ceux qui sont déjà bien formés sont ceux, et c'est un phénomène qui est connu, qui profitent le plus du système de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chômeur de longue durée, généralement, n'est pas formé. Il n'aura pas de bénéfice de formation. Et donc, ça pose un problème en termes de restauration, enfin, d'actualisation des compétences. Voilà, je ne sais pas... Tout à fait. Donc, effectivement, la formation va à la formation, on le voit très clairement dans les entreprises. Maintenant, je voudrais me tourner vers Mustapha Bellossigne. Alors, comme ça a été dit par Mathieu Bérou il y a un instant, le chômage, la précarité, c'est évidemment, ça se ressent au niveau économique. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le livre, c'est que vous ne limitez pas, vous ne définissez pas la précarité uniquement par l'économique, mais au contraire par des tas d'autres choses. Et j'aimerais bien vous entendre particulièrement là-dessus. Puis après, je vous relancerai sur, on va dire, des expériences plus spécifiques. Merci. Tout d'abord, bonsoir à tous. Et puis, je tenais quand même à remercier Laurent pour son invitation et les spectateurs, l'équipe, les comédiens. Je suis encore un peu ému parce que là, il m'aurait fallu un petit sas de décompression juste après la pièce, parce que bien évidemment, comme dirait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, mais il n'y a que des rendez-vous. Et c'est pas par hasard que je suis ici. Et la pièce fait écho exactement. D'ailleurs, j'étais un peu, en tant que spectateur, j'étais un peu mitigé. À la fois, la mise en scène est magnifique, et à la fois, c'était un peu difficile pour moi, finalement, de revivre plein de scènes que j'avais moi-même vécues, que j'ai consignées dans ce bouquin. Et justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en effet, je crois qu'on oublie beaucoup dans les commentaires, dans les analyses, sur les mots du chômage, sur la précarité. Justement, on voit que l'aspect économique, l'aspect financier, moi j'ai fait des boulots où c'était très difficile, où je touchais 3 000, 4 000 euros, je parle de cette expérience à l'aéroport, hein, j'étais manutentionnaire, et je peux vous dire que c'était ultra violent, et voilà, je voulais en sortir. Robert Castel l'a très bien défini, hein, c'est ce qu'il nomme le précariat. Il y a aussi des va-et-vient entre les périodes, les CDD, les CDI, etc., etc. Et moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est aussi, on en parle peu, de la souffrance éthique, du manque de reconnaissance, du manque d'autonomie. Ne serait-ce que moi, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, pour venir ici, c'était compliqué pour moi. Là, actuellement, entre guillemets, j'ai la chance d'être prof contractuel. Prof contractuel, c'est précaire. Hein. Ça reste quand même précaire, c'est un CDD, on n'est pas prof. C'est compliqué avec les profs titulaires aussi, parce qu'ils nous voient aussi... Alors, je suis en Seine-Saint-Denis, évidemment, c'est un contexte, alors je ne sais pas si... voilà, je ne vais pas faire du parisianisme, on est à Nancy, mais voilà, la Seine-Saint-Denis, c'est un département où il y a des problématiques difficiles, où il y a énormément de contractuels, il y a même des écoles où il n'y a que des contractuels, il n'y a pas de titulaires, parce que c'est difficile, il y a un turnover. Et pour venir ici, c'était compliqué, je finissais à 16h20, il fallait que je sois ici à 19h, il fallait que je cours, et ça, c'est la précarité aussi. Ça veut dire ne pas pouvoir finalement venir voir cette magnifique pièce. J'ai été invité, alors je ne pouvais pas demander d'autorisation d'absence. Et ça, c'est aussi une forme de précarité. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Sur le show, et pour revenir sur l'institution Pôle emploi, c'est parce que c'est intéressant. J'ai vécu exactement la même scène. Sauf que moi, je suis aussi passé de l'autre côté de la barrière. Ça veut dire que j'ai été salarié chez Pôle emploi. Alors, c'était assez cocasse, il faut lire le livre, hein, lisez-le, je ne perds pas le nord, vous voyez. Beaucoup de gens pensent que Pôle emploi, c'est une institution d'État public. Non, non. C'est privé d'utilité publique. Et beaucoup de gens l'oublient. Ça veut dire qu'il fonctionne exactement sous un modèle libéral. C'est compliqué, et je peux vous dire que beaucoup de salariés de Pôle emploi
vivent des situations. D'ailleurs, Pôle emploi a été condamné parce qu'ils renouvellent des CDD. Et moi, j'ai vécu, je peux vous le dire, hein, sans dévoiler ce qu'il y a dans le bouquin, j'ai vécu une situation ubuesque où j'ai été radié par Pôle emploi parce que j'étais demandeur d'emploi quand je travaillais chez Pôle emploi, parce que Pôle emploi ne m'avait pas donné les documents pour... voilà, on marche sur la tête, mais ça existe. Et je peux vous dire que les salariés de Pôle emploi, c'est les premiers à être désespérés. Vous imaginez la force qu'il faut pour aller au boulot le matin, se dire qu'il n'y a pas de boulot et de toute façon il n'y aura pas de boulot, que leur objectif c'est de radier les gens, parce que c'est l'objectif, hein, c'est de radier les gens. Et vous imaginez la gymnastique intellectuelle qu'il faut avoir, la souffrance pour un salaire qui parfois ne dépasse pas ce qu'ils donnent aux allocataires eux-mêmes. Donc ça crée aussi des difficultés. Et c'est vrai que voilà, il y a aussi voilà, des sociologues l'ont très bien expliqué, je pense à Daniel Linhart par exemple, qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur voilà, la souffrance éthique. Ça veut dire quid des compétences, quid de l'autonomie. Moi finalement, quand j'étais dans des boulots difficiles, des boulots violents, physiques, de manutentionnaire, c'était pas le salaire, même si, bon voilà, en plus je suis un peu épicurien, j'aime fumer des cigares, j'aime les bons restos, et les jacuzzis, hein, et les jacuzzis. Ouais, on n'est pas loin de la frontière allemande, il y a des très bons spas là-bas, et dans la région je sais qu'il y en a aussi. Mais c'était aussi ce qu'on enviait, les salariés lambda, etc., c'était l'autonomie. L'autonomie des cadres, la possibilité de se barrer si on avait envie de se barrer à 14h, etc. Et ça, je crois que c'est très peu abordé parce que, alors bien sûr, c'est important les valorisations salariales. Je suis actuellement enseignant, voilà, les titulaires à Bac plus 5, parce que maintenant il n'y a plus les IUFM, mais ils font passer des formations à Bac plus 5, on commence à 1300, 1400 euros. C'est-à-dire que c'est juste dingue, quoi. Je parle même pas des infirmières, des heures sup, etc. Voilà, ce qui m'intéresse aussi, voilà, c'est ces petits qui sont très bien décrits dans la pièce. D'ailleurs, moi, je tombe encore des nues, hein, comment en Suède, moi, à Paris, on a pu se retrouver comme ça, à écrire quasiment, j'ai presque envie de dire, parfois au mot près, hein, certaines lignes, c'est incroyable. Oui, c'est ces petites choses-là qu'il y a entre les lignes. Alors, moi, j'ai adoré la scène où, je l'explique hein, dans un de mes textes, le timbre. Pour chercher un emploi, oui, c'est un coût de chercher un emploi, de se mettre un costard. Moi, j'ai mis des costards pour des boulots de merde, et on se dit, mais voilà, à quoi ça sert, etc. Et oui, c'est compliqué, et c'est intéressant aussi de s'intéresser, le prof d'économie, de penser aussi au déclassement social, parce que faut se dire que dans les classes populaires, bon, moi je l'ai revendiqué, même si je crois que je ne le suis plus à partir du moment où j'ai passé un bac, je me revendique en tant que fils d'ouvrier. Longtemps, je me suis revendiqué comme issu d'un milieu populaire, même si c'est plus complexe que ça. On fantasme beaucoup aussi, quand on est issu d'un milieu populaire, sur les classes, entre guillemets, les bourgeois. Pour un vrai prolo analphabète, voilà, un vendeur, c'est déjà autre chose. Un enseignant, c'est déjà au-dessus. Il y a des hiérarchies comme ça qu'on se crée. Et en fait, c'est plus compliqué. Il y a aussi des gens qui, moi je l'ai vu aussi, par exemple, là j'ai écrit un court-métrage, je commence à côtoyer le milieu du cinéma. C'est pareil, c'est un milieu, voilà, hein, Laurent, c'est ça mieux que moi. Il y a beaucoup d'argent, peu de gens, voilà, et tout le monde se bat, on fantasme, on les voit à la télé, on se dit que, eh ben non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et voilà, c'est intéressant d'avoir aussi ce point de vue, et c'est ce que j'ai eu moi. Mais ce que je tenais à dire aussi, c'est que ce bouquin, en fait, je ne cherchais pas à produire un bouquin. Alors j'ai écrit sur la précarité parce que je vivais des moments de précarité. Pour moi, l'écriture, c'était vraiment d'abord un acte d'écriture. Quand je faisais des boulots qu'a priori, alors c'est pas une commande, hein, moi je jette pas, il y a par exemple l'excellent bouquin de Florence Aubenas sur le quai de Ouistreham, mais c'est pas du tout la même chose parce que bon, c'était une commande, moi c'était pas une commande. Je vivais, et cette façon d'avoir mon petit carnet, mon petit crayon, c'est une façon aussi de lutter. Il y avait un aspect cathartique, et de lutter et de dire que voilà, je ne suis pas complètement tout en bas et que je lutte quand même. Voilà. Enfin, j'ai essayé d'être un peu... Moi, j'ai pas préparé, j'aime pas trop préparer parce qu'en général, j'y arrive pas trop, j'aime bien improviser, mais il faut faire ses gammes pour improviser. Mais voilà. Peut-être
alors peut-être préciser que votre expérience d'enseignant, elle est aussi en partie disponible, non pas dans le bouquin, mais sous une base de données qui s'appelle le Cairn, puisque c'est été publié dans Savoir Agir. Il y a un texte qui est publié dans Savoir Agir, et si vous avez la possibilité, parce que je crois que certains d'entre vous, peut-être s'ils sont enseignants, peuvent consulter le Cairn, il y a un document complémentaire qui peut être vu. Je crois là aussi c'est assez saisissant, notamment comment est-ce qu'on peut dire ça? Entre les enseignants titulaires et les non titulaires, c'est incroyable de voir le tirage qui peut exister entre les deux. Donc ça vaut vraiment la peine là aussi de consulter ce document. Alors, vous parliez justement de Pôle emploi, c'était en fait ma question d'après, mais c'est pas grave, vous l'avez déjà traité. Par contre, là, je vais me retourner vers Mathieu, puisque lui, il a une partie de ses recherches, c'était d'étudier le service public de l'emploi et son évolution. Et donc je crois que ce serait intéressant justement, même si on a déjà en partie évoqué le sujet, de pouvoir essayer peut-être de mieux comprendre à quoi il sert. Parce que probablement, entre il y a 20 ans et aujourd'hui, il ne sert plus à la même chose. On était plutôt dans le fait d'essayer de s'occuper des gens il y a 20 ans, et aujourd'hui on est plus dans des, 20 ou 30 ans, je ne sais pas, après, on est aujourd'hui plus dans des démarches, entre guillemets, d'activation, mais là vous allez nous en dire plus. Ouais, je vais essayer. Tout à l'heure, j'ai un peu bouffé ma commande. Je dirais que dans les mots de chômage, il y a évidemment les questions de dignité qui sont essentielles. Je pense à Ebersold qui parle de ça, et qui parle de mort sociale par rapport au chômage. Mais bon, je n'avais pas rassemblé totalement mes esprits. Alors, sur le service public de l'emploi, c'est aussi là une assez longue histoire. J'ai également travaillé à l'NPE dans son temps. Moi j'étais à la direction générale de la NPE, j'ai vu de l'intérieur, effectivement, bon, j'étais chargé d'études à l'époque au service des études et des statistiques, et j'ai vu comment se fabriquait tout ça de l'intérieur, effectivement, comment cette institution pouvait être finalement aux ordres à l'époque du ministère du Travail et de l'Emploi. Aujourd'hui, c'est un peu différent depuis 2009, puisqu'il y a eu les fusions avec les ACEDIC. Et donc, ça transforme l'institution en institution privée, on va dire. Tu as raison, c'est ça. Alors, pour revenir sur la façon dont on a traité le chômage et les chômeurs, assez rapidement, je dirais que alors, en rassemblant encore mes esprits, mais dans les années 80-90, on est plutôt sur un traitement global du chômage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de distinction, même si je pourrais en faire. Il n'y a pas trop de distinction, il n'y a pas de segmentation véritablement qui est faite entre les chômeurs, même si on va avoir des politiques axées, bon, peut-être plus sur les jeunes, des fois plus sur certaines catégories. C'est vraiment ensuite qu'on va avoir une forme de segmentation, là pour le coup, en fonction de ce qu'ils appellent la distance à l'emploi. Et donc avec des accompagnements différenciés selon qu'on est plutôt autonome, là on n'a besoin de personne, donc on est proche de l'emploi, ou alors qu'on est vraiment en cumul de difficultés, et là pour le coup c'est un accompagnement renforcé qui a été prévu, ce qui est plutôt une bonne chose pour le coup, quoi. Avec dans certains cas des expérimentations d'accompagnement global pour les chômeurs ayant des difficultés sociales très très importantes devant être résolues en même temps que la question du retour à l'emploi. Alors, je voudrais revenir sur finalement la question qui est posée, à savoir la modernisation du service public de l'emploi. Elle est passée, elle s'est amorcée dans les années 2000, la moitié des années 2000, et elle est passée, je dirais, par 4 axes principalement. Un premier axe, c'est une délégation croissante au privé, ce qu'on appelle les opérateurs privés de placement, où de façon progressive, on a confié des portefeuilles de demandeurs d'emploi à ces opérateurs en pensant qu'ils feraient mieux. Il y a eu évaluation, ils ne font pas du tout mieux, au contraire, ils font moins bien et ils coûtent plus cher.
Il y a eu, comme deuxième axe, une décentralisation, en particulier vers les départements, puisque il fallait, à partir du moment où on voulait activer tout le monde, activer, ça veut dire inciter au retour à l'emploi, il fallait aussi activer les bénéficiaires du RSA. D'accord ? Or, la décentralisation, l'accompagnement, comment je dirais, ouais, c'est ça. L'accompagnement des bénéficiaires, des allocataires du RSA a été sous-traité, décentralisé, confié au département au début des années 2000, si ma mémoire est bonne. Je ne suis pas sûr, je ne serais pas certain. Mais ça s'est accéléré ensuite. Le problème, c'était que les départements, progressivement, n'ont plus les moyens de faire le job. Il y a eu également d'autres transformations du service public de l'emploi, mais grosso modo, ce qu'on peut dire, par des partenariats renforcés notamment, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a ni effet globalement sur le chômage, et ça n'a pas permis de réduire le chômage. La dernière phase, et c'est une histoire qui dure depuis 10 ans, aujourd'hui, c'est un renforcement du contrôle des chômeurs. En fait, c'est ça, la dernière tendance, c'est de considérer que les demandeurs d'emploi sont potentiellement des tricheurs. C'est tout ce discours ambiant où on a l'impression que ce sont des gens qui se dorent la pilule au soleil dans leur transat avec un cocktail. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais l'indemnisation moyenne, c'est 920 €. Voilà, pour refixer les choses. Et donc, depuis 10 ans, l'accent est mis sur le contrôle à travers un outil particulier qui est l'offre raisonnable d'emploi. L'offre raisonnable d'emploi, c'est-à-dire que c'est une offre que normalement le chômeur ne devrait pas refuser. Bon, en tout cas, on va lui dire qu'il a de moins en moins le droit de refuser cette offre. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un point, il y a différents critères. Critères de compétence, l'emploi qui est proposé doit correspondre tant soit peu à ce que vous faites, vous savez faire. Un critère par rapport au salaire antérieur, ce que vous perceviez avant de devenir chômeur, et un critère pour aller vite de distance géographique. Voilà. Et plus vous restez longtemps au chômage, et c'est vraiment ce qui est mis en place aujourd'hui, plus vous restez longtemps au chômage, plus les critères, alors je ne sais pas si on peut dire ils se durcissent ou s'assouplissent, c'est-à-dire que au bout d'un an, 2 ans, on va dire vous n'avez plus le droit de refuser cette offre d'emploi. Et puis le contrôle, c'est aussi mettre des armées de contrôleurs pour voir finalement si les gens cherchent bien des emplois. Et on a fait une expérimentation en 2015. Sans attendre les résultats de l'expérimentation, ça a été généralisé. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a 2000 contrôleurs qui sont spécialisés à Pôle emploi, rien que pour aller voir ce que font les gens. Et le résultat de tout ça, l'évaluation est tombée, il n'y a pas si longtemps, 87% des gens qui sont contrôlés cherchent effectivement bien un emploi. Le reste, ils ont été radiés, mais sur ces populations qui restent, il faut savoir que la quasi-totalité ne sont pas indemnisés. Donc, je ne sais pas si j'ai bien rendu le trend, mais voilà, vous avez aujourd'hui un opérateur qui est pléthorique. Il y a eu beaucoup d'embauches à Pôle emploi dans les années 2010 pour répondre à l'afflux de chômage, de chômeurs considérable, mais avec une machinerie finalement qui se complexifie ou faire proposer vraiment la responsabilité sur les personnes. Voilà. Je suis un peu brûlé. Je pense que ça vaut la peine, je vais repasser la parole à Mustapha, je pense que ça vaut la peine vraiment de lire son livre parce qu'il donne vraiment un exemple de comment ça se passe à Pôle emploi, quand on est embauché par Pôle emploi, comment il y a différentes situations, on va dire, au sein du bureau, est-ce qu'on est au contact de la clientèle, est-ce qu'on est sur un plot, etc., etc. Je propose peut-être une dernière question, puis après on laisse la parole à la salle pour qu'on puisse aussi avoir des questions à Laurent Vacher. Si vous n'avez pas de questions, moi j'ai encore tout plein de questions, mais c'est pas le but c'est qu'il y ait quand même aussi un peu d'interaction.
Alors, sans forcément parler d'armée de réserve, c'est un mot que vous employez dans votre bouquin qui a un clin d'œil à Marx, on voit bien que le fait qu'au cours de ces dernières années, il y a une frange de plus en plus de personnes qui précaires déséquilibre la relation entre les employeurs et les salariés. Et donc ça veut dire qu'un certain nombre d'employeurs peuvent proposer des boulots en situation extrêmement dégradée. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans votre bouquin, et j'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots, c'est qu'il y a quand même au moins 2 exemples extrêmement impressionnants. L'un, dans une entreprise de manutention, alors je reprends, pour emballage de produits informatiques, où les gens sont carrément dans des cages, donc vous allez nous en parler. Et puis il y a une deuxième expérience que j'ai trouvée absolument incroyable, c'est en fait l'élargissement des heures, parce qu'il y a les heures officielles de travail et puis il y a le temps de transport, et ça c'est chez Nikkei. Donc j'aimerais bien que vous nous parliez de ces 2 expériences, avant de passer après la parole au public. En fait, j'ai presque envie de... Il y a aussi quelque chose de plus grave aussi. Il y a aussi quelque chose de plus grave. Non mais c'est important parce que dans ce bouquin, j'ai consigné, on va dire, avec mon éditeur, en fait, vous imaginez, enfin, j'ai eu d'autres expériences. On a consigné plutôt les boulots, on va dire, de manutentionnaires, lambda, etc. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est aussi il y a des associations qui luttent contre la précarité, qui précarisent leurs propres salariés. Et c'est ça qui est et ça, c'est encore beaucoup plus grave. Et c'est pas rien, parce que le gros de mon expérience professionnelle, quand même, reste travailleur social, éducateur. Et en fait, on se rend bien compte que ça ne les intéresse pas, ces grandes les associations humanitaires qui luttent contre la précarité, etc. Elles sont devenues des multinationales. C'est devenu des multinationales avec un conseil d'administration, avec Vinci au conseil d'administration, Jacques Toubon qui est devenu défenseur des droits, etc. Il y a des choses très graves qui se passent dont les gens ne parlent pas. La privatisation de l'accompagnement social, je pense par exemple à l'aide sociale à l'enfance, les mineurs isolés. Moi j'ai bossé avec des mineurs isolés, c'est un coût, vous imaginez pas combien coûte la prise en charge d'un seul mineur isolé. C'est jusqu'à 20 000 € par mois. C'est énorme, les gens ne sont pas au courant de tout ça. Et alors, j'ai envie de dire, chez Disney, dans une banque, on s'y attend. Mais aussi je peux vous dire que là où j'ai ressenti le plus de discrimination, de difficultés, c'est pas dans les banques, c'est pas dans les assurances, c'est pas... Parce qu'au moins les choses sont claires. Il n'y a pas d'ambiguïté, il y a un rapport de force, il y a des rapports de domination, on joue le jeu. Alors moi, c'est vrai que je n'ai pas le sens du placement, comme dirait Pierre Bourdieu. Il y a un texte qui s'appelle Le sens du placement, justement, en référence à Bourdieu. C'est vrai que, bon, moi j'ai un gros problème, et je bosse là-dessus en ce moment, j'accepte pas les rapports de force, j'accepte pas les rapports de domination. Forcément, ça a un coût, hein, ça a un coût. Voilà, d'ouvrir sa gueule pendant une période d'essai, ça a un coût. C'est dedans aussi, mais je pense qu'il faut insister aussi sur ça va pas s'arranger si justement des institutions comme ça, parce que in fine c'est quoi, pourquoi on se demande pourquoi ces associations qui ont parfois de gros moyens financiers. Moi j'ai bossé avec des assos qui avaient 2 millions d'euros de budget annuel. Je veux dire, c'est énorme quand on s'imagine. Et pourquoi parce que c'est leur gagne-pain. Est-ce que ça les intéresse vraiment que les gens sortent de la misère, de les aider vraiment, etc. On dit « Ah, c'est toujours plus complexe ». Il y a d'autres formes de discrimination qui existent aussi dans ces milieux-là, et ça, on n'en parle pas, ou du moins les éducateurs le savent. Hein. Par exemple, on parlait tout à l'heure du CDD, du CDI. Il y a énormément de postes à pourvoir en CDI dans le social, parce qu'il y a un turnover gigantesque, incroyable. Moi, j'ai travaillé avec des toxicomanes. C'est simple, ça a démissionné, ça recrute 3 fois par semaine. Au bout d'1 an, j'étais le plus ancien dans la sauce. Parce que justement, et là on va reparler de précarité, de cette souffrance éthique, on vous demande de signer un contrat de travail où on vous dit vous allez faire un travail violent, vous allez peut-être vous manger un coup de couteau, c'est violent, signez là, c'est super sympa, vous allez voir des tickets resto, une mutuelle et un bon CE, mais alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on donne aux salariés pour lutter contre cette violence, etc. Et pourtant, on est dans une assoce. Ça veut dire que normalement, on devrait être... voilà.
Et j'ai fait une digression, mais je pense que c'était important. Je crois que c'était important à aborder. Mais Pôle emploi, pour revenir à Pôle emploi, c'est marrant parce que quand je suis parti faire mon entretien, j'ai pris un ticket. Hein, alors que j'étais embauché à Pôle emploi. Hein, mais j'avais gardé le réflexe du. Et vous savez, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, hein, c'est très intéressant. La première chose qu'on a appris quand on a fait la formation, je pense que tu devais bosser à Noisy-le-Grand. Je sais pas, je crois que tu étais à Noisy-le-Grand, c'est là-bas que sont les. Tu es devenu demandeur d'emploi. Faut savoir que la première chose qu'ils m'ont demandé quand on a fait la formation, puisque j'étais demandeur d'emploi, c'est surtout, ils avaient peur de la doublette, la fameuse doublette. Bah oui, faire la doublette, ça c'est une technique, hein, bah ouais, on déclare pas vraiment et on se met 2 fois le salaire. Et puisque là on a accès via l'ordinateur à nos identifiants, etc., je pouvais me faire une double paye. C'était la première chose dont ils avaient peur. Mais je tenais vraiment à préciser. Moi, j'ai vu la souffrance des salariés de Pôle emploi. C'est une vraie souffrance. Voilà, ils mettent la graffeuse, il y a des consignes, hein, de mettre la graffeuse sur la chaise à côté, parce qu'il y a des gens. Moi, à l'époque où j'ai bossé à Pôle emploi, il y a eu un bouquin qui est sorti, c'est le fameux Algérien qui s'était immolé par le feu devant Pôle emploi. Voilà, il y a un bouquin qui est sorti, hein, qui s'appelle Burnout, enfin bref. Et les gens, ils venaient Pôle emploi. En fait, ils ne m'avaient pas recruté comme conseiller à l'emploi, en fait, hein, Pôle emploi. Ils m'avaient recruté comme vigile. Parce que les types, ils débarquaient à 4h du matin, il y avait la queue, moi j'étais à Gennevilliers en banlieue, ils débarquaient, il y avait 3 km de queue, etc. Et Tu sais qu'ils recrutent des vigiles en ce moment parce qu'ils savent très bien que ça va très mal se passer. ah oui, ils avaient peur. Et en fait, moi à chaque fois je leur disais, mais quand est-ce que je suis sur l'ordi? Moi j'ai envie. Moi j'étais dans le pôle, pas dans le pôle indemnité, mais j'étais dans le pôle classe recherche d'emploi, à NPE à l'époque. Moi je suis arrivé pile au moment de la fusion. Et je dis, ouais, mais non, mais c'est pas ça qui est important, là c'est la gestion. Et c'est pour ça que j'ai appelé le texte la gestion du flux. C'est la gestion du flux, tu leur expliques, voilà, et c'est vrai que j'ai vécu des scènes surréalistes, hein. Surréalistes, où je donne l'exemple d'une femme enceinte qui débarque, qui vient chercher son dossier, et la personne, non, je ne vous donne pas le dossier, bah, vous êtes enceinte madame, parce que le principe c'est d'être en recherche active d'emploi. Donc voilà. Moi, je suis plutôt, en général, moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, même si, bon, on dit un pessimiste, c'est un optimiste qui a tout compris, hein. Mais c'est vrai que quand on voit aussi ce qui se passe dans l'accompagnement des SDF, hein, je pense à ce Peter, hein, moi, je suis pas optimiste parce que, alors, c'est vrai que là, les nouvelles conditions pour l'accès aux indemnités, ça va être encore plus compliqué, hein, pour les gens. Je crois vraiment, alors voilà, on a cherché à individualiser, et pour le coup, le travail, on nous appelait par les prénoms, vu qu'on a voulu oublier l'aspect, voilà, il n'y avait plus de culture de classe ouvrière, entre guillemets, hein, et donc voilà, on va individualiser les parcours, les trajectoires, etc. Le problème, c'est que ça s'est aussi fait dans le public. C'est quand même fou aujourd'hui que les titulaires qui souffrent dans l'éducation nationale voient les contractuels parce qu'il y a un certain idéal type de ces personnes contractuelles. Ça veut dire qu'on se ressemble tous un peu. On a fait 2-3 études, on a subi un déclassement social. Et en effet, l'éducation même contractuelle, ça nous préserve un peu mieux